Bienvenue à cette première soirée écolieu de la CMA où nous avons la joie d'accueillir Circo qui va nous présenter le Moulin d'Hugo et notamment voilà, leur façon de présenter à leurs futurs éventuels contributeurs solidaires ou à des personnes qui ne connaissent pas encore bien les mécanismes de ce qu'on connaît nous dans nos SAS coopératives d'habitants. Et on va démarrer dès à présent. Si tu es prêt, Circo, on peut attacher nos ceintures. Tu nous embarques dans ton beau voyage Allez, c'est et je parti. partage. Allez, je vais partager Ça la va première décoller. slide en Super. grand écran. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je vais faire un petit mot d'introduction concernant l'intention de cette présentation. Donc, nous, au Moulin d'Hugo, comme pour beaucoup de nos écolieux, on est, euh, on est censé avoir des catégories B, des contributeurs, faire en sorte que ça devienne petit à petit un bien commun. Et dans cette recherche de contributeurs, on se frotte souvent à des questions qui reviennent souvent et puis aussi à une certaine difficulté de compréhension parce que c'est pas tellement compliqué, mais ce qui est complexe, c'est que c'est un changement de paradigme. On n'a pas l'habitude de parler de bien commun sans l'associer à des communautés ou à toutes sortes de mouvements hippies. Et de l'autre côté, on ne sait pas que ça existe des façons de faire du bien commun aujourd'hui avec des sociétés commerciales. Donc, à force de faire des présentations, de prendre en compte les retours des personnes qui venaient nous voir, on a appris, on a fait des petits schémas, et puis après, on a fait évoluer la chose jusqu'à un moment donné où on a trouvé une façon de raconter notre histoire qui fait qu'on comprend la chose. Et depuis, on a beaucoup moins de questions. Du coup, dans l'idée de ce réseau d'écolieux sous forme de SAS coopérative, on a pensé que c'était chouette de vous partager ça, peut-être pour inspirer d'autres collectifs qui doivent avoir les mêmes types de difficultés à transmettre le message, à faire comprendre que l'argent dans les banques, bah, il est peut-être utilisé à mauvais escient et qu'on a le choix. Et dans l'idée aussi de que si cette démarche pédagogique est portée par plein d'autres personnes en même temps, bah forcément, par retour de fortune, que ça diffuse, bah, rayonnement mutuel, bah, ça va bénéficier à tout le monde. Donc voilà, on tenait à vous partager cette évolution, cette petite trouvaille qui aujourd'hui nous paraît assez simple d'accès. Voilà pour l'intention. Et donc là, je démarre comme si on organise nous des cafés coopérateurs. Donc régulièrement, on invite des personnes qui nous posent des questions. On prépare des petits financiers pour les accueillir, histoire de bien rentrer dans le sujet. Des financiers très bons faits maison, évidemment. Et puis on rentre À dans le la pâte sujet d'amande, hein. avec cette slide. Hein? Des Ah oui, petits oui, oui, financiers à oui, la pâte bien sûr. d'amande, on est Moi, d'accord. voilà, donc moi, je ne suis pas le plus timide de l'équipe, mais je ne suis pas doué pour les financiers. Donc heureusement, on est en équipe. Il y en a d'autres qui préparent les financiers et moi, je suis toujours un peu en vitrine pour parler de toutes ces choses. Donc, cette première slide, elle répond notamment à notre paysage de citadin. Bah, vous le savez sûrement. Et donc là, je démarre. Là, tape, je suis face à des personnes qui ne connaissent pas la chose et des contributeurs potentiels. Donc, vous l'avez sûrement vécu. Des personnes ont beaucoup de difficultés à se loger. Aujourd'hui, on demande 3 fois le prix de la location en salaire. On demande des garanties qui sont très difficiles à avoir. Et tout ça pour se loger peut-être dans des petites cages à lapins en ville. Le fait d'autres histoires, c'est des histoires de familles qui ont des propriétés que les héritiers ne veulent pas investir. Ils ont du mal à se mettre d'accord, ça crée des conflits en famille et au final, on les vend à un promoteur pour en faire un parking d'un supermarché ou autre chose qui ne fait pas plaisir alors qu'on y a vécu toute une vie. Donc, comment faire pour que se loger correctement redevienne possible? Doudididu, doudididu. Ça, c'est le jingle des slides Yeah. que celle puisse faire ça. Donc, ces questions ont commencé surtout à se poser au moment du Covid, évidemment, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi, c'était ça. Même si je côtoyais des milieux associatifs et alternatifs, la question concrètement de vouloir changer de mode de vie, elle s'est vraiment posée à ce moment-là.
de façon plus globale, quoi. Avec plus de personnes, on parlait des mêmes sujets. On avait envie de faire ça. Et moi, il se trouve que, en tant qu'artiste, donc, il y avait eu ces années d'années blanches où j'étais interdit de travail. Et de l'autre côté, bah, il y avait un petit enfant qui venait de naître et sa maman m'avait exigé à ce qu'on ait au moins un petit jardin. Donc, dans ce petit jardin, moment de Covid, tous mes copains de la ville étaient en PLS d'écran et d'enfermement. Dès qu'il y a eu des petites fenêtres d'ouverture avec la possibilité de sortir, j'ai commencé à organiser des mini-cures de déconfinement. Mini-cure de déconfinement, donc on n'allume pas l'électricité, on n'allume pas les écrans et on voit bien ce qui se passe quand on est ensemble. Donc on a appris à faire du jardin, on a fait plein de partages, de plein de choses, des repas partagés, etc., etc. Et là, j'ai réalisé que, à titre personnel, j'avais besoin d'une petite chambre pour mes espaces personnels, un peu comme dans le livre Bolo Bolo, cette utopie post-capitaliste où le droit à la propriété individuelle est très très petit, et tout ça pour vivre dans des espaces communs vivants. J'avais pas envie de payer un salon pour qu'il soit vide tout le temps, etc. Donc voilà, à partir de cette idée, donc étant proche de la ville, les personnes avec qui on brassait le sujet, c'était des personnes qu'on se connaissait, on se côtoyait comme ça de temps en temps, mais on n'avait pas un groupe à proprement parler. C'est pour ça que le projet est né très rapidement. On n'était pas dans une charte de valeurs très élaborée ou avec un groupe très consolidé. On est parti plutôt sur l'idée de grandes lignes, de grandes idées, de dire on a besoin d'un espace qui soit inclusif, ouvert et proche de la vie. On a besoin de brasser avec une population éclectique. On a besoin de ne pas créer un entre-soi et plutôt de faire une sorte de mouvement vers là où il y a la masse de gens pour que ces idées-là ne soient pas juste des choses un peu étranges et isolées. Mais voilà, donc inclusif et ouvert et proche de la vie. Une autre idée dans ce projet était donc l'autogestion, puisque en milieu associatif, moi personnellement, je l'avais vraiment beaucoup vécu dans une association qui vit depuis 20 ans sans salaire, sans salariat et sans aide de l'État. Juste, les personnes qui occupent le lieu s'engagent à être bénévoles au moment de l'ouverture publique du lieu. Donc, c'est un lieu culturel. Et puis, ça fait qu'effectivement, les équipes de bénévoles tournent tous les 2, 3 ans. Il y a des personnes qui arrivent, d'autres qui s'en vont. Mais c'était un modèle économique avec très peu de coûts parce que l'autogestion à ce niveau-là fait que bah, on n'a pas d'énormes charges. Et puis finalement, l'ouverture publique, que ce soit les adhésions ou la tireuse à bière, bah, suffisent pour payer le loyer et même faire des petits travaux d'amélioration qui, dans le temps, au bout de 20 ans, bah, se voient et sont très sympas. Donc, on avait cette envie de aussi créer un projet dans lequel ce soit les personnes qui l'occupent, les personnes qui l'utilisent, qui habitent, bah, qui le gèrent, tout en sachant qu'en étant proche de la ville, bah, on va sûrement bouger, on va sûrement changer, et il fallait trouver le système qui permette que ce soit possible, un peu comme une adhésion, on s'engage juste pour une année ou deux, et puis on verra bien ce qui se passe. Donc ça, c'était la deuxième grosse idée. Et la troisième idée, c'était cette proximité de la ville qui fait qu'on est face à à un gâchis permanent à tous les niveaux. Donc, l'industrie agroalimentaire, l'industrie des meubles, euh, tout est gâchis en ville. On a les poubelles qui sont pleines de choses complètement réutilisables. On a des espaces verts autour de dans la banlieue proche de toutes les grandes villes qui sont des grandes propriétés qui sont inhabitées, des terres qui ne sont pas exploitées, des histoires de familles anciennes qui ne sont pas renouvelées parce que les héritiers ne veulent plus. Et du coup, cette petite ceinture de banlieue proche qui protège la bulle immobilière, qui fait que les prix sont excessivement chers dedans la ceinture. Et à l'extérieur de la ceinture, ben, on commence à s'éloigner et on n'a plus cette possibilité. Donc, ce gâchis à tous les niveaux était un peu. L'idée, c'était aussi avoir un lieu où on peut prendre dans ce qui est à disposition, le réutiliser, se mettre en lien avec des réseaux de récup de toutes sortes pour retaper de l'électronique, des meubles, etc., etc., etc. Donc, l'économie de ressources pour plus que pour prendre soin, parce que notre impact sera très faible, pour avoir une dynamique de pédagogie et montrer qu'on peut faire avec moins de ressources, donc plus dans cet esprit-là. Voilà, c'est ce qui nous permettait la proximité de la ville et l'idée de faire un projet, d'investir une propriété
avec un peu de terrain pour expérimenter des choses comme si c'était un local associatif en ville où on a le droit de faire des petites expérimentations. Voilà, donc Alors, avant sur de cette faire tougoulou, idée-là, tougoulou, tougoulou, est-ce que tu voudrais bien nous raconter, comme tu nous l'as fait pendant notre présentation, l'histoire des trois bassines? Qu'est-ce que c'est que ça, là? ah C'est oui, bien sûr. une... Et Là, ouais, là, par exemple, au fond, on voit trois bassins. Donc, c'est trois petites bassines qui font comme dans les festivals pour faire la vaisselle quand il n'y a pas d'arrivée d'eau. Du coup, nous, étant donné qu'on est dans une maison en coloc, bah, l'espace cuisine était plus approprié à faire une chambre qu'à faire une cuisine. Et plutôt que de faire des gros travaux de réseau d'eau et tout ça, bah, on a pris le système et puis finalement, on s'est rendu compte que bah, c'est chouette parce qu'on fait beaucoup d'économies d'eau. En gros, le bac qui est à gauche accueille le sale, le bac qui est au milieu, il est savonneux et le bac qui est à droite, c'est de l'eau claire. Au bout d'une journée, avec 5 habitants, le bac qui est au milieu, il est un peu crade. Et celui qui est tout à droite, il peut accueillir un peu de savon. Donc, on n'a qu'à laver le premier bac et renouveler l'eau pour le faire tourner. Et comme ça, on a en gros une dizaine de litres d'eau pour la vaisselle de toute la coloc. Et on s'est rendu compte aussi, de façon très sympa, qu'on pouvait faire une cuisine n'importe où dans la maison. Et donc, voilà, ce genre de petites expérimentations qui font que bah, on ouvre les possibles. Et voilà, c'est intéressant de découvrir ça quand on est proche de la ville. Les toilettes sèches, bon, ça, on connaît un peu plus, mais malgré tout, en ville, ça reste une pratique assez rare. Le compost, que l'on voit sur la petite photo à droite, qui nous a été fabriqué par un ami qu'on a hébergé pendant une semaine et qui était très content de pouvoir rompre avec son quotidien en ville. Et il s'est mis à bricoler, et puis il nous a fabriqué le composteur. Donc voilà. Merci Christelle pour cette petite parenthèse pleine de ouais, joie. merci. Merci à toi. Et donc, à ce moment-là, on se retrouvait pour parler de comment changer le monde, hein, comme beaucoup. J'imagine que vous autres aussi, vous avez vécu ce moment de Covid où tout le monde était prêt à passer à l'action. Et là, je me disais, bon, on arrête de parler. Concrètement, si demain, on pouvait faire quelque chose, tu as combien à disponibilité? Combien tu pourrais mettre dans un projet comme ça? Et chose étonnante, quand il y a 10 personnes autour d'une table, en moyenne, hein, je ne dis pas que c'est systématique, mais quand même presque, entre la personne qui a hérité un petit appartement, mais j'y habite pas là parce que ça me plaît pas, mais en attendant, je le mets en location. Dès qu'il y a un projet qui me plaît, je le vends. Bah, ça fait 100, 150 000 euros. Selon les régions, ça peut faire plus. Entre la personne qui a l'envie de faire un petit jardin, avoir un petit bout de terrain pour faire un peu de jardinage proche de la ville, mais qui a que 30 000 euros et qui ça suffit largement pas, etc., etc. Ben, quand il y a à peu près 10 personnes autour d'une table, eh ben, c'est ce que j'ai constaté en tout cas, il y a entre 500 000 euros et 1 million d'euros prêts à être investis. Mais quand il s'agit de passer à l'acte, il faut des garanties, il faut une sécurité que pour beaucoup, seules les banques proposent. Donc, donc là, je me suis dit, mince, c'est quand même dommage qu'on soit tous aussi enthousiastes à changer notre mode de vie et qu'on soit aussi peureux par rapport à ça. Donc, je me suis dit, il doit y avoir des façons de faire. Je ne vais pas me former au droit et à la comptabilité parce que je suis un saltimbanque, mais il doit y avoir des choses qui existent. Donc, j'arrêtais pas d'en parler autour de moi. On parlait tous autour de ces choses-là. Et évidemment, c'était le moment du sommet des oasis. Ah, on n'a pas eu le tout. Voilà, ça Ah, arrive. Donc, ce petit groupe de personnes qui se réunit, qui commence à chercher. Parmi une de ces personnes qui avait pris l'abonnement du sommet des oasis, nous dit, tiens, regarde cette conférence, elle est très intéressante. On en a regardé d'autres parce qu'il y avait des personnes passionnées par le jardinage, par l'éco-construction, par l'énergie, par la gouvernance, etc. Et c'était surtout très chouette de voir que, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de groupes de personnes qui étaient en mouvement. Et ça, c'est très rassurant quand on se sent un peu moins dans notre paysage de citadins, quand on se sent un peu moins hurluberlu et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est un vrai mouvement de l'humanité. Donc, il y avait tout ça. Et cette pépite magnifique dans le montage juridique et financier, trouvée donc dans la Drôme par Ecoravi, dont vous connaissez les personnages, Dominique Giral, Mika, là il y a Alette qui est avec nous aujourd'hui. Euh, un groupe de personnes qui avaient élaboré un nous pendant très longtemps, donc pour le coup, quelques années de réunion avant de passer à l'acte. Ils étaient prêts à acheter en SCI, et puis là, Mika qui est arrivé pour une toute autre chose à leur rencontre, et ben Dominique et Mika ont commencé
à fouiller le sujet des coopératives et ils ont trouvé ce montage juridique et financier pour un écolieu pérenne. C'est comme ça qu'ils ont appelé leur conférence du sommet des oasis. Évidemment, étant les seuls qui proposaient quelque chose sur ce sujet-là, ils ont été submergés de demandes, de questions isolées, de mails, etc. Ce qui les a amenés à créer l'association LPS, les passages, pour justement avoir un cadre un peu plus structuré pour transmettre tout ça de façon plus organisée et surtout pour éviter que des personnes, parce qu'Ecoravi à l'époque, elle partageait ses statuts en ligne. Et du coup, il y a des personnes un peu audacieuses qui se lançaient dans l'aventure avec très peu de connaissances et très peu de sécurité, et du coup, qui faisaient aussi quelques coquilles, quelques plâtres à essuyer. Donc, merci Ecoravi, merci d'avoir trouvé tout ça, d'avoir mis en place toute la dynamique LPS, parce que depuis ça, ils ont dit, bon, bah, on fait de l'accompagnement, et dans la première vague d'accompagnement, nous nous sommes inscrits. Moi, j'étais tellement enthousiaste que j'ai mal tapé mon adresse mail pour le petit rendez-vous de recrutement, ce qui m'a amené à fouiller dans tous les sens, à passer des coups de fil jusqu'à trouver le numéro de téléphone de mes idoles de la télé, puisque je les voyais que par Zoom. Donc, j'ai eu le numéro de téléphone de Muriel, de Mika et de Dom, et j'étais comme un dingue à essayer de voilà, à leur dire que j'étais disponible, que j'étais au chômage obligé par les années Covid en tant qu'artiste et que je voulais vraiment plonger dans le sujet. Donc, donc nous avons fait cet accompagnement dans l'idée de construire quelque chose de pérenne. Un peu comme au Moyen Âge, on construisait les châteaux, les églises. On commençait un chantier aujourd'hui, la fin du chantier arrivait dans 3 générations, mais ce n'était pas gênant, c'est comme ça qu'on pensait les choses. Il fallait que ça persiste dans le temps, dans cette idée de pérennité, sauf que on le voit bien dans l'image, avec quelque chose d'un petit peu différent. C'est assez évident, mais je laisse quand même la parole à qui veut pour indiquer l'erreur dans ce projet. Alors, qui a envie de nous dire, je sais pas, s'il y a quelque chose qui vous paraît un peu Qu'est-ce qui étonnant? cloche dans cette belle image? Il y a du, Il y a il une y a du, hiérarchie. il y a une Ah, Ah, voilà, il y a la J'ai l'air hiérarchie. d'être un peu dans la douleur. bon, la douleur, elle persiste. Ça, de vivre l'expérience, c'est pas toujours facile, ça reste quand même laborieux. Mais effectivement, ce qui change beaucoup, c'est quand même ce personnage à droite qui est très grand, hein, qui a une belle jambe, mais qui a l'air de prendre plus plaisir à donner des ordres qu'à participer à la chose. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas, bienvenue, hein, quelqu'un qui a des moyens, qui a une puissance, un pouvoir quel qu'il soit et qui le met au service d'un projet comme ça, c'est génial. Mais on va le faire tous ensemble. Donc, on va corriger cette et chose-là. voilà. Et on va tous mettre la main à la pâte comme il faut. On va tous transpirer en même rythme à mesure de nos moyens et de nos capacités physiques, intellectuelles et financières et autres, et spirituelles, émotionnelles, enfin tout ce qu'on veut. Et voilà, et on se met tous ensemble pour construire quelque chose de pérenne. Donc, en ayant fait l'accompagnement des passages, on était censé savoir comment faire. Ils nous ont expliqué que quand on signe un compromis, c'est surtout le vendeur qui s'engage et qu'il suffit d'avoir un refus bancaire pour que les personnes qui achètent soient libérées si jamais on n'arrive pas. Bah, du coup, on s'est dit, bah, OK, on est prêt. On Ah, sait comment faire. Ah, ça donne de c'est un... l'espoir, ça donne de Alors, l'air et puis ça donne la sensation vraiment de pouvoir agir. Donc, d'où cette petite image pour que on prenne le temps de se connecter à notre puissance créative. voilà, on peut prendre quelques secondes de respiration. Et Circo, si tu veux aussi, de temps en temps, tu sais que je ne te quitte pas des yeux, tu peux juste faire ça. Si tu as plus envie de Ok. faire du goulou, c'est comme tu veux, tu peux alterner. Et voilà. Donc, on était prêts, on s'est mis à rechercher des biens sur le Bon Coin. Donc, bah, il y avait des biens autour de ces prix-là pour faire un minima un écolieu. Il faut savoir que ben, quand on est à Lyon et dans les banlieues très très proches, les prix sont exorbitants. Donc, à peu près pour, voilà, vous avez pour 850 000 euros une coloc, quoi, 6 pièces, 4 chambres, 200 mètres carrés,
un petit peu de terrain, pas énorme, voilà. Et on a commencé à regarder comme ça des annonces, plusieurs annonces, euh, jusqu'à ce qu'on trouve le moulin, paf, Et pas l'annonce le sur le moulin. bon coin, et paf. Donc, on a vu le lieu, on est allé voir parce que il y a la rivière de l'Iseron qui arrive par l'ouest lyonnais. C'est une région assez bourgeoise, donc c'est très cher aussi, mais avec cette zone naturelle protégée de la vallée de l'Iseron. Donc on est allé se balader avant même de visiter la maison, on est allé se balader un petit peu dès qu'on a repéré sur Google Maps, Google Earth, où est-ce que ça se situait cette annonce. Et on est tombé amoureux du coin et on s'est dit ce serait génial de pouvoir faire quelque chose ici. Donc on a trouvé le lieu, on sait comment faire pour monter une SAS coopérative, on sait que si on signe un compromis de vente, ben, c'est le vendeur qui s'engage. Donc allons voir nos copains qui étaient prêts à changer le monde et à passer à l'acte pour voir combien on a. Comme la maison était en vente 930 000 euros, on ne voulait pas y aller avec moins de la moitié en fonds propres pour pas prendre trop de risques en termes de gestion. Donc, on est allé chercher les personnes qui étaient prêtes. Et là, on a Et rassemblé 7 premières personnes dans les passages qui nous ont aidés. oui, oui, je t'avais vu, c'était juste que je voulais te demander, on D'accord. voit pas d'aile sur le moulin, ça veut dire que c'est un moulin à eau? Alors, c'est un moulin à eau, oui, tout à fait. Ouais, Mais le moulin n'existe plus depuis les années 60. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. d'accord. Donc, on était une dizaine de personnes à l'époque, 7 personnes qui ont signé les papiers de la fondation, euh, des contributeurs à hauteur de 400 000 euros. Donc là, c'est l'image d'après. Là, il y a les 400 000 euros, tout ça, qui ont dit OK, on y va. Des promesses d'apport, des personnes qui ont compris qu'en fait, on allait créer comme une petite banque dans laquelle chacun ouvrait un compte en banque. Dans le Moulin du Gauss, c'est une petite banque, chacun ouvre son compte. C'est pas parce que je mets des sous dans cette structure, dans cette coopérative, que je vais habiter ou que j'ai des droits sur les propriétés, les investissements de cette petite structure. Mais on a envie que ça se passe, on a envie que ça existe et ça a l'air chouette. Donc on était une petite dizaine à apporter ces 400 000 euros. Aujourd'hui, c'est toujours les mêmes 400 000 euros de dette qu'on a envers des contributeurs, habitants et extérieurs, mais ça s'est étalé à 43 personnes déjà. Donc, ça avance tout doucement. Mais évidemment, pour acheter ce bien, donc on a dit aux acheteurs, ben, nous, on peut aller jusqu'à 800 000 parce qu'on ne veut pas aller au-delà du double de ce qu'on peut apporter. Ils étaient d'accord parce qu'ils ne voulaient pas justement que la maison soit rasée pour faire autre chose. Et du coup, on ne les nomme pas, mais c'est des contributeurs aussi, d'une certaine façon, cette famille qui a vendu le bien. Et il nous manque un associé. Nous, on se disait, il nous manque quelqu'un qui puisse nous prêter beaucoup d'argent pendant une grosse période de temps. Ce serait quand même génial. Et à votre avis, quel est l'associé ouais. Qu'est-ce qu'on a pu trouver à cet endroit-là pour Non, compléter? fric. Eh ben la CMA. Et ben à l'époque, il n'y avait pas la CMA, malheureusement. Hein? Mais il y avait le Et, fric. et, Le fric, il n'était pas en place. On est au tout début de l'association LPS. On est à peine dans les accompagnements. Le fric n'existait pas. La CMA Une n'existait pas. banque. Bah, Ben voilà, tout Oasis. simplement. Et Une Oasis. banque. Alors, Oasis, c'est un peu, c'est chouette de ce qu'ils proposent, mais ça va jusqu'à 200 000 euros maximum, aujourd'hui, en tout cas de ce que je connais. Et surtout, en contrepartie, bah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de formation, beaucoup de coûts de formation, et il faut être disponible pendant un long moment pour ça. Donc, la banque, c'était une bonne solution, et en plus, c'était juste avant l'inflation. Donc, le CIC nous a prêté 500 000 euros à 1,75%, avec les frais des assurances crédit, bah, c'était à 2,25% en gros. Donc, on a quand même eu un crédit hyper chouette de 500 000 euros pour 20 ans. Évidemment, pour aller parler aux banques, on a appris à parler, la bonne chose. Heureusement, dans l'équipe des passages, il y avait à l'époque Sylvain Buret, dont le boulot avant avait été d'accompagner des entrepreneurs justement pour se présenter, pour avoir des crédits. Et on a fait une petite formation avec lui au sein des passages pour pouvoir apprendre à parler le banquier dont je parlerai tout à l'heure s'il y a des questions là-dessus. Et donc, ça y est, on a les sous.
Et donc, on a fait le compromis de vente. Après, on a guerroyé pour avoir le crédit, mais on a fait le compromis, on a trouvé le CIC. Et voilà que le 30 mars 2022, nous avons eu les clés du moulin. Voilà pour l'histoire de pourquoi c'est fait aussi rapidement, pourquoi c'est né dans un paysage où l'habitat participatif a quand même une bonne place forte dans le Lyonnais. Et ben, personne nous a vu arriver avec cette dynamique très forte qu'a généré les passages à ce moment-là. Pas pour ceux qui connaissent peut-être pas, ou en tout cas de ce que je connais, à l'époque, Habitat Participatif, Habicop, parlons, parlait d'une petite quantité de coopératives en France sous forme de coopératives. Et depuis, ben, les passages, en l'espace de 2 ans, on fait 4 fois plus, quoi. On a compté 4 fois plus de groupes dans ces montages-là. Donc voilà, voilà pour la petite histoire. Donc là, on a raconté tous les éléments de compréhension de ce montage juridique et financier. Évidemment, c'est une petite histoire, donc c'est facile à entendre. Voilà, petit moment de digestion. Tous les éléments du montage juridique et financier sont là-dedans. Euh, et c'est le début d'une aventure, puisque c'est quelque chose qui est peu connu dans le paysage en général, d'ailleurs, même dans le monde, ici en Colombie, partout où j'ai pu avoir des échanges là-dessus. C'est quand même, ça reste assez rare. Peut-être qu'en Allemagne, en Suisse, il y a des dynamiques qui viennent de plus longtemps, mais ça reste quand même rare dans le paysage. Et donc, pour un petit peu synthétiser ces choses-là, tous ces éléments de compréhension, je vais vous montrer les 3 derniers graphiques qui récapitulent le, le projet dans sa partie technique. Donc, nous avons obtenu 500 000 euros de crédit de la banque pour compléter l'achat du bien, plus les frais de notaire, plus des frais de mise en place et à garder un petit peu de trésorerie disponible. Donc, 500 000 plus 400 000, c'est la valeur du bien, la valeur de l'investissement. Et on s'est dit, comme c'était une maison qui était quand même assez dans son jus et qu'on avait eu à ce prix-là, on avait eu un rabais parce qu'il y avait beaucoup de travaux à faire en termes d'isolation, d'installation électrique. Même si elle était bien faite, il faut refaire. On s'est dit, bah, on va arrondir le coût d'investissement. On va imaginer qu'on va avoir 100 000 euros à un moment donné pour retaper la maison, ce qui semble normal. Et donc, voilà, on est sur 1 million d'euros d'investissement dans les grandes lignes. Slide suivante. Dans l'idée du projet, bah, on démarre avec 1 million d'euros de dette pour pouvoir acheter la maison. On crée la structure qui accueille ces prêts, ces épargnes, ces avances de trésorerie. Donc, on a 1 million de dettes. Et l'idée que c'est un projet qui va durer dans le temps. Donc, ce sont les loyers qui vont payer le bien sur 100 ans. Donc, petit à petit, dans le temps, les loyers vont faire en sorte qu'on a de moins en moins de dettes vers l'extérieur. On aurait voulu faire plus longtemps parce que la maison, j'espère qu'elle ne va pas s'effondrer dans 100 ans. Mais la loi du commerce en France fait qu'au bout de 99 ans, il faut faire des assemblées générales extraordinaires pour savoir et si on a le droit de prolonger, etc. Donc jusqu'à 100 ans, on a le droit. Donc on est parti là-dessus, 1 million d'euros sur 100 ans. Et ce sont les loyers qui vont la payer. Et pour comprendre comment ça va se passer dans le temps, la dernière image. Donc la maison aujourd'hui, elle appartient en termes de dette, hein, parce qu'elle appartient à la SAS, mais la SAS, elle n'est qu'une coquille vide avec pleine de dettes, avec une grosse dette à la banque et une dette un peu moins grande, mais répartie en 2 parties, les personnes extérieures, dont l'association des passages, qui nous a facilité beaucoup le démarrage avec un apport important, ce que fait aujourd'hui la CMA, et des habitants. Dont une qui avait vendu l'appartement et qui avait apporté un gros apport et qui aujourd'hui quitte le projet. Du coup, ça nous met un petit peu de stress quand même. La deuxième étape, on se dit, à mesure du temps, on rembourse la banque, mais c'est un relais de dette. Les loyers, ils ont le temps. Les loyers, ils vont comme la tortue, c'est dans 100 ans que ça se paye. Donc, on ne parle pas de remboursement du crédit, c'est autre chose. Le crédit de la banque, ce n'est qu'un associé qui prête beaucoup d'argent pour beaucoup de temps. Et du coup, on le considère comme un associé n'importe lequel, ce qui fait que bah, petit à petit, dans le temps, on aura plus de dettes envers des associés extérieurs, plus de dettes envers les habitants, parce que les habitants, étant donné qu'on paye des loyers qui sont calculés sur 100 ans,
et non pas des loyers spéculatifs comme le voudrait la banque sur 20 ans de dette, et bah, du coup, on paye des loyers très petits. Mais comme on n'est pas sûr de y rester toute notre vie et que le marché est ce qu'il est, bah, l'idée, c'est aussi de pouvoir sortir du projet tranquillement quand on a envie et être habitué à payer un loyer normal. Donc, ça fait qu'on fait beaucoup d'épargne. Donc, au bout de 5 ans, les habitants ont fait de l'épargne. On a recruté plus d'extérieurs parce qu'on n'arrête pas de rayonner, de faire des cafés cop, de faire en sorte que cette éducation au capitalisme coopératif prenne du terrain. Et l'objectif, évidemment, c'est dans le temps, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, j'en sais rien, que cette propriété à 1 million d'euros, ça corresponde plutôt à 2000 actions, 2000 personnes qui ont compris la chose et qui ont pris juste une petite action, ce qui rend le projet complètement stable. Voilà, avec une toute petite partie en bas à droite d'habitants, puisqu'il y aura toujours des habitants, mais dans l'idée que la stabilité du projet arrivera au moment où les dettes extérieures sont très petites et réparties sur une grande quantité de personnes. Voilà pour la présentation du modèle et du format juridique et financier que nous avons mis en place pour ce projet au Moulin d'Hugo. Et voilà. Et merci pour votre écoute. Bravo, Circo, ça fait juste 30 minutes pile. Oh Alors, là là. bravo au niveau du temps. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, d'allumer tous vos micros? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que j'ai bien arrêté le partage d'écran, je me demande? Non, il y a Pas encore les encore. Alors, il n'est pas encore arrêté. Alors, je vais l'arrêter. Tout le monde a ses micros allumés? Yes? Oui. Oui. Voilà. Mais moi, je propose qu'on applaudisse Circo. Franchement, bravo, bravo, bravo. Merci pour cette belle présentation. Tu peux t'applaudir aussi, tu as le droit. Hein. Voilà. Non, je prends. Tu prends, ah ouais, vas-y, il faut arroser les fleurs, hein, tu sais, ça fait du bien. Merci beaucoup. pour ce beau partage. Et alors, je vais passer la parole à notre Miss Chat Chat Chat. Est-ce que Guylaine, tu as des choses à nous dire de ce que tu as lu dans le chat? Est-ce qu'il y a des questions particulières? Rien. Rien du tout. Mais en fait, ils veulent parler, ils veulent s'exprimer, c'est pour ça, pas écrire. C'est trop froid. Donc, on va leur donner la parole. Moi, j'ai une question. Voilà. Alors, il y a Mathieu qui lève la main. Vas-y, Mathieu, on t'écoute. Dans les sommes, là, t'as marqué 56 000 euros pour les frais de notaire. C'est élevé quand même. Ben, c'est 8%. 8% de la valeur du bien. C'est ce Ah qui se ouais, pratique chez les notaires. ok. Je me demandais si c'était une erreur ou quoi. Ça me paraissait énorme. Ah non, c'est ça en fait. 56 000. Ok. Et un peu pour compléter la compréhension, ils gagnent bien leur vie, mais c'est loin de ce qu'ils touchent, hein. Il y a beaucoup qui partent aux impôts dans ces chiffres-là. Hmm. Merci. En fait, Alors, Tanakil? Ah, pardon. Vas-y, Tanakil, je pense que tu as levé la main avant, il faudrait que tu allumes ton micro. Super. Alors, oui, moi j'avais une question. Comment vous avez géré pour pouvoir rendre le projet stable avant d'en arriver au moment où voilà, la maison est découpée en 2000 parts et que là, qu'il n'y a plus de risque en cas de départ de quelqu'un. Mais là, à l'heure actuelle, tu parlais d'une associée qui quitte le projet et qui a mis un gros apport. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous assure de pouvoir la rembourser? Rien. Mm. Concrètement, il y a aucune garantie sur le fait de pouvoir la rembourser dans les délais qui lui seront nécessaires à elle en termes de besoins. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer en dialogue avec elle pour savoir si elle peut attendre un peu, si le fait qu'on rembourse mensuellement quelque chose, ça peut aller. On va toquer aux portes de financeurs qui peuvent prêter des sommes, comme la CMA, comme on va se poser des questions sur la coopérative Oasis pour voir si on essaye de faire les formations, mais c'est quand même cher de payer 20 000 euros pour avoir maximum 200 000 euros de prêt, 20 000 euros de formation, hein. Je ne dis pas que c'est pour rien, que c'est contrepartie. Et du coup, ça met un peu le stress, on fait des cafés cop pour essayer de recruter des personnes. Et surtout, on se fait à l'idée que si on n'y arrive pas, dès le début, on l'a dit,
c'est un projet dans lequel on a des dettes et s'il faut vendre la maison, normalement, on n'a pas acheté le bien, on n'a pas suracheté le bien. Du coup, s'il faut vendre, on vendra. On a 2 ans statutairement et dans les contrats dans les conventions. Si la personne se fâche avec nous et qu'il décide de mettre un procès, on est dans l'obligation de vendre et on a jusqu'à 2 ans pour la rembourser ou alors 1 an et demi pour mettre en vente et commencer à mettre en vente la maison. Donc, au bout de 2 ans, la maison est vendue. On rembourse toutes les personnes qui ont avancé de l'argent. Et puis, on aura vécu une belle expérience et avec l'idée que même si peut-être que la société n'était pas prête tout de suite, mais logiquement, ça devrait repartir pour d'autres parce que c'est de l'argent qu'on récupère et qu'on a envie de réinvestir pour que ça continue. Ok. Bon, en tout cas, je ne vous Voilà. le souhaite pas, hein, vous allez trouver, je pense. Normalement, oui, merci la CMA. C'est rassurant d'avoir des structures comme le FRIC, comme la CMA, qui sont des macrostructures un peu plus grandes, qui offrent plus de garanties. Et puis, je sais que, par exemple, quelqu'un qui a déjà mis beaucoup de sous dans une coopérative, même si l'on a encore en réserve, c'est plus rassurant de passer par une autre structure pour les injecter dans le même projet que d'y aller en direct. Donc, effectivement, ça va mettre en mouvement des ressources. Ok, merci. Alors, Crevette, tu avais une question à poser ou une remarque? Il faudrait que tu remettes le son. C'était un peu sur un sujet assez proche. C'est comme je l'ai expliqué, moi je suis une fille de radin qui à un moment aura des sous à mettre dans un projet comme ça. Et en même temps, je comprends bien la logique de loyer, mais du coup, quand j'ai mis une grosse somme, autant le un homme, une voix ne me dérange pas du tout, autant par contre sur l'aspect financier, j'ai un peu le sentiment d'être en double peine si j'ai mis un capital et que je paye des loyers. Et donc, c'est un peu ma question sur... j'entends bien qu'éventuellement on paye un loyer des premières années, mais au bout de combien de temps les gens qui ont amené autre que la banque, on a bien compris qu'elle est prioritaire, eux aussi récupèrent un peu et ne payent que des loyers. Alors, j'ai 2 réponses à cette question. Une qui est plus, on va dire, de l'ordre pratico-pratique et l'autre de l'ordre philosophique. Je vais commencer par celle philosophique parce que c'est celle qui m'intéresse le plus. C'est de dire aujourd'hui, l'argent qui n'est pas utilisé, investi dans des projets qui nous intéressent, on le prête aux banques sans leur poser la moindre question sur ce qu'ils font avec. C'est vrai. Donc déjà, à ce niveau-là, que ce soit à la banque ou dans quelque chose qui a du sens pour nous, que ce soit parce qu'on est proche ou parce qu'on a juste envie que le paysage sociétal avance dans un autre sens, c'est déjà une bonne raison de déplacer cet argent en dehors des enjeux personnels. En sachant que aussi, nous, par exemple... Attends, je crois que c'est pas ça mon problème. Moi, c'est le loyer tous les mois. C'est le loyer non, mais j'ai tous les bien compris. mois qui va m'obliger à travailler alors que j'ai une vie, justement, actuellement sans loyer. Oui, non, j'entends bien. C'est pour ça que je te disais le côté philosophique. Sur l'aspect placement dans ce genre de projet au lieu d'une banque, mais 100% d'accord, autrement je ne serais pas là. Voilà. Et puis du côté pratico-pratique, effectivement, le fait de trouver des contributeurs extérieurs, c'est quand même une labeur. C'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, qui prend beaucoup d'espace mental au quotidien. Et donc, nous, aujourd'hui, on a une dette à la banque et 400 000 euros de dette à plein d'amis, à plein de personnes qui sont proches ou qui connaissent le projet issu du rayonnement. Et cet espace mental, il est intense. Donc, on s'est dit, dans nos contrats coopératifs, on a des seuils. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas rassemblé entre habitants 400 000 euros, ça va dire qu'on va devoir passer beaucoup d'énergie à recruter des personnes extérieures. Donc, on a réparti ça, on est 6 habitants, et il y a 400 000 euros de dette en contributeur. Donc, on a dit, tant qu'on n'a pas mis 60 000 euros par tête en épargne là-dedans, ça veut dire que cet argent, on n'en dispose pas. Par contre, si c'est au-dessus de ce seuil de 60 000 euros, on est considéré comme un contributeur extérieur. Si on met plus de 60 000 euros, ça veut dire que ce qui dépasse,
on peut le récupérer sous forme de réduction de loyer qu'on ne paye pas. Et du coup, la dette s'amenuise dans le temps. Enfin, ces systèmes, ils peuvent exister. Voilà. Et ça, Parce c'est à voir en qu'autrement, fonction des besoins de chacun. voilà. Voilà. Parce que Mais ça me du crée un coup, il y loyer a que quand j'ai pas même, actuellement. voilà. Mm. Mais de toute façon, il y a quand même besoin d'une trésorerie disponible. Et donc, il y a quand même un apport qui va être bloqué pendant la durée de l'habitation. Et nous, on s'est même mis une petite règle de dire la personne, comme ça tourne très vite dans Moulin, on a déjà changé de locataire 2, 3 fois, de colocataire. Bah, du coup, on s'est dit, OK, ces sommes, elles sont bloquées au moins 2 ans après le départ. Comme ça nous laisse le temps de rebondir. Voilà. Mais effectivement, il peut y avoir quelqu'un qui met beaucoup d'argent et qui on rembourse avec l'équivalent du loyer mensuel ou autre. Ok, Moi, je vais bien merci. rajouter un complément, là, si tu permets, Circo. Il y a Françoise aussi qui avait levé la main. Je ne sais pas si Françoise, c'était sur le même sujet ou si c'était une autre question que tu voulais aborder. Oui, absolument. Moi, ce que je voudrais dire à Crevette, c'est que même si tu ne payes pas de loyer, là où tu habites, il y a forcément des frais de chauffage, d'impôts, etc. Ça, l'endroit où tu vas habiter, dans l'endroit où tu vas habiter, ça existera toujours. Et donc, il faudra qu'il y ait une redevance pour payer ces Oui, frais. Et si oui, tu ne oui, les ça c'est. payes pas dans ta redevance, il faudra qu'il soit retiré de ton apport en compte courant. Donc, c'est ça l'esprit aussi que, disons qu'il y a un partage. L'apport que tu vas faire, c'est pas à fond perdu. C'est un apport en compte courant que tu récupères quand tu t'en vas en fonction des termes de ton contrat d'apport en compte courant. J'ai dit. Donc, il y a Christine Rose qui voulait apporter aussi un complément. Oui, c'était un peu dans le même esprit, c'est-à-dire que je pense que Circo, il parle de loyer, mais c'est loyer et charges. Donc, il y a déjà une partie, quand il dit loyer, il y a une partie qui vient des charges. Et d'autre part, je voulais dire que dans ces loyers et charges, on, c'est pas uniquement fait pour rembourser le lieu, c'est aussi un lieu qui vit, un lieu qu'on va vouloir améliorer, où on va voir créer d'autres espaces, etc. Et donc, pour que le lieu puisse vivre, il y a besoin de ces loyers pour que ce soit pas un lieu qui soit mort et que ce soit juste une habitation, quoi. Donc, il y a ces deux aspects-là qui font que, de toute façon, le loyer est nécessaire, hein, au-delà de l'apport qui a été fait. Je pense que c'est aussi un changement d'état d'esprit, quoi. Tu peux pas vouloir avoir le même chose que si tu étais tout seul, alors que tu crées un projet et que tu vas développer d'autres choses. Et pour ça, il faut de l'argent. Et c'est sous forme de loyer et de charges. Mhm, mhm. Et Ok. bon, alors, je ne sais pas si ça répondrait aussi à ta question, Crevette. En tous les cas, a priori, on peut avoir les allocations logement quand on a un loyer dans le cadre d'une SAS coopérative. Donc, pour des gens qui ont des petits revenus, voilà, c'est possible. Ouais, mais comme je suis propriétaire aussi d'un appart, voilà, il faut. Moi, en gros, si vous voulez, ce qui m'a inquiété dans ce principe de loyer, c'est qu'un des exemples que j'ai vu passer, ça donnait pour moi, personne seule, un loyer de 650 euros, ce qui Ah est non. beaucoup. Voilà, Ah c'est que ouais. ça donnait des sommes que le jour où je mets mon appartement avec un locataire dedans, pour moi avoir des quoi à payer ses loyers, euh, voilà, là, quand on arrive à des sommes comme ça, de 600, 700 euros en lieu rural, bah, c'est plus pour moi. C'est là où je dis c'est plus pour moi parce que ça m'obligerait à passer à temps plein alors que je suis en train d'organiser ma vie pour que ce soit gérable à mi-temps. Hmm. Ok. Circo, est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, combien vous payez de loyer pour qu'on ait une idée Oui, ou... justement, j'allais parler de tout ça. En gros, moi, à Lyon, hein, en ville, pour avoir ce que j'ai aujourd'hui en termes d'espace privé, je devrais payer à peu près, on va dire, 700 euros, pour dire quelque chose, dans une coloc, hein. Donc, ce sont des prix, et bon, c'est des prix de la ville, c'est pas la question. Avec le montage juridique qu'on a mis en place, la partie loyer et charges comprises, on est pratiquement 50-60% en dessous de ce qui se pratique dans le marché. Pour quelqu'un comme la personne qui part,
qui avait mis un gros apport, qui était propriétaire d'un appartement, c'est pas c'est pas tellement l'avantage économique parce que effectivement, entre les charges qu'elle avait en tant que propriétaire et les charges qu'elle se retrouvait à payer dans l'habitat, finalement, il y avait une sorte d'équivalence parce qu'il était propriétaire depuis plusieurs années. C'était presque équivalent, mais effectivement, c'est plus la partie projet, la partie on fait ensemble et toute la philosophie coopérative qui est vraiment une plus-value en termes de faire partie d'un collectif. Mais je comprends effectivement que ce soit pas un choix évident parce que, mine de rien, être dans la coopérative, bah, c'est aussi s'investir dans le lieu, c'est aussi avoir cet espace mental de mener à bien un projet innovateur et donc voilà, avec tout ce que ça signifie en termes de gestion et de stress par moment. Ah, t'as pas ton son. On n'a pas entendu. C'est plus de dire que je ne vous, en termes de situation professionnelle, je ne voudrais pas passer à temps plein. C'est-à-dire, je suis prête à donner plein de choses à un projet collectif, mais je ne voudrais pas passer à temps plein professionnellement pour pouvoir me payer ça. C'est là où à un moment, moi, j'aurais un arbitrage sur ce qui est possible ou pas. Il y a la Ruche d'Or qui a levé la main. Je trouve d'abord que ce projet il est super. Je trouve qu'il s'est mis en place vraiment rapidement. Certainement qu'il y avait une bonne troupe au départ qui avait beaucoup de feu pour avancer. Peut-être que le Covid les a aidés, donc c'est super. Bon, nous, on ne connaît pas trop le lieu, donc avant d'y aller, peut-être rendre visite là-bas. On voulait savoir un peu comment ça se répartit, parce que vous parlez de loyer, mais est-ce que les gens, ils ont un espace grand, pas trop grand? Est-ce qu'il y a des cuisines communes? Voilà, c'est des questions, un peu une curiosité, parce qu'en fait, nous ici, nous avons tous des espaces individuels, mais deux grandes cuisines, enfin une grande cuisine dans chaque maison qui sont des espaces collectifs. Voilà. Alors, nous, au début, quand on a commencé le projet, on imaginait effectivement séparer des espaces parce que bah, l'expérience d'autres colocs nous disait bah, au moins la salle de bain ou alors, selon les régimes alimentaires et les façons de cuisiner, c'est les espaces les plus délicats, on va dire, à partager. Et on s'imaginait que la maison, on allait faire des travaux. Sauf que comme on a démarré le projet de façon très ric-rac, en ayant très peu de trésorerie disponible et pas du tout de disponibilité pour faire des travaux supplémentaires, on a acté au démarrage, on savait qu'on allait vivre en coloc pendant au moins 2-3 ans, le temps que le projet rayonne. Finalement, petite parenthèse, le Covid passant et le temps passant, c'est vrai que ça rayonne, enfin, c'est difficile. Les épargnes ne bougent pas autant qu'ils bougeaient à ce moment-là. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, c'est hyper chouette de vivre l'expérience en tant que coloc. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des espaces de cuisine séparés parce qu'on a des façons de cuisiner, des régimes alimentaires très différenciés, ben, on a plutôt pris ça comme un apprentissage parce que ceux qui ont le plus de besoins, c'est les personnes les plus techniques et ceux qui ont le moins de besoins, c'est ceux qui se nourrissent peut-être le moins bien. Donc, donc c'était plutôt ces échanges-là. Ça nous a appris aussi à réduire nos espaces privatifs dans une cuisine, c'est-à-dire quelles sont les courses que j'ai besoin d'avoir vraiment au quotidien. Dans un frigo, quel est le besoin d'avoir un frigo entier complètement allumé tout le temps, ou quels sont les espaces que je peux alimenter régulièrement. Et du coup, ça amène aussi une conscience de la consommation en ressources qu'on peut avoir, qui nous a amené, nous en tout cas, au bout de ces 2 années, à se dire qu'on ne voulait plus faire des travaux de séparation, mais plutôt de continuer dans cet esprit colloque et continuer d'expérimenter ce qui fait que le vivre ensemble et les ressources et l'impact que ça a sur les ressources. Pour vous dire, aujourd'hui, dans la dernière infolettre qu'on a diffusée, on a regardé la moyenne d'utilisation d'eau par habitant en France, c'est de 4,5 mètres cubes par mois, par personne. Nous, au Moulin d'Hugo, on est à moins de 3 mètres cubes pour toute la coloc. Donc 5 adultes et 5 enfants. Donc quand on regarde ça, on se dit que c'est chouette aussi de vivre cette expérience un peu inconfortable parce que finalement, on s'y fait et puis au final, ça a du sens, quoi.
Super. Merci. C'est ce qu'on appelle la sobriété heureuse, c'est ça? Ouais, ça y ressemble, ouais. Ouais. Et la coloc, c'est le secret de l'éternelle jeunesse, c'est ça? En tout cas, de l'éternelle capacité d'adaptation et de dire rien n'est grave, on avance, oui. À lâcher, à pas vouloir garder le contrôle, à pas s'inquiéter trop quand il n'y a pas besoin. Les choses se résolvent dans le temps et il y a un bel espace. En tout cas, ce qui est très, très important, je dirais, c'est pour le bien-être personnel, c'est d'avoir un espace où on peut respirer un peu. Donc nous, on a la nature autour et un espace où, au niveau social, on peut aussi être soit au contact de différentes personnes si on en a besoin, ou soit pouvoir s'isoler un minimum si on n'aime pas trop ça. On est à la moitié des questions. Et moi, j'en profite pour poser une question dans les gens qui sont au moulin. Euh, c'est plutôt des célibataires, des couples, parce que j'entends parler d'enfants, donc Hmm. il y a des couples De- aussi. Bah, il y a eu, puisque la personne qui part, donc on était ensemble au moment de la création du projet, et on le savait qu'il fallait pas qu'on vive ensemble. On voulait être voisins, mais pas coloc. Et effectivement, la coloc a eu raison de notre patience à se côtoyer. Sinon, c'est plutôt des parents isolés, pour ceux qui avons des enfants, un pré-retraité, une jeune indépendante, donc prof de langue et traductrice qui voyage beaucoup. On a eu aussi quelqu'un qui est donc avec une pension d'invalidité. On a eu quelqu'un, voilà, une personne qui travaillait à plein temps. Et effectivement, le fait d'être à plein temps, c'était difficile de participer vraiment à la vie du lieu. Donc, oui, un peu. Le côté inclusif, on le réussit bien. On le Et pratique bien. justement, Circo, est-ce que tu voudrais nous partager la petite histoire que tu nous avais racontée par rapport à cette vieille dame qui habitait encore avec vous quand vous avez acheté? Oui, oui, oui. Alors, du coup, quand on a acheté, donc, c'est une maison qui fait 250 mètres carrés, dont 50 mètres carrés qui sont en rez-de-jardin, c'est-à-dire un peu en contrebas, plus proche de la rivière, et la maison de 200 mètres carrés. Cette partie-là était louée quand on a acheté la maison à une dame de 84 ans à l'époque, donc 86 jusqu'à l'année dernière. Et on nous a posé la question, si vous voulez, vous pouvez récupérer le bien et virer la locataire. Évidemment, c'était pas l'esprit. On a essayé de lui parler de coopération et elle ne voulait pas entendre grand-chose là-dessus, puisque elle préférait avoir son propriétaire, payer son loyer et pas se poser de questions. Et dans le temps, avec cette dame, ben, on a essayé de créer plus de liens. C'était une femme qui était seule, avec donc ses 84 ans, des enfants qui venaient la voir de temps en temps. Puis finalement, moi, en tant que locataire voisin du dessus, je l'ai entendu 2 fois dans la nuit, dans l'année, tomber dans la nuit. Je l'ai récupéré par terre. Une dame, vraiment un petit sac d'os, pas très lourd, quoi. Finalement, elle est décédée au 31 décembre. Et finalement, bah, malgré le fait qu'elle n'a pas voulu rentrer dans la coopération, elle avait quand même un groupe de personnes qui étaient tout le temps attentifs à ses besoins. Et voilà, maintenant, on a une nouvelle étape qui s'ouvre parce qu'on investit 50 mètres carrés plus tout le jardin du rez-de-jardin qu'on ne connaît pas, enfin, qu'on n'a pas vraiment investi. Donc, Ouais, voilà, ben moi je ne sais pas si je c'était voulais ça que... saluer, ouais, je voulais saluer cette belle. Moi, je trouve que c'est une belle histoire. Voilà. Vous avez choisi justement, tu parlais d'inclusion. Vous avez choisi de, voilà, de garder cette personne avec vous, même si elle n'était pas dans l'état d'esprit de la coopérative. Hmm. Et finalement, voilà, des liens se sont créés. Et je trouve ça chouette. On a Tanakil qui a levé la main. Moi, j'avais eu encore une question de l'ordre technique. Tu disais que vous étiez encore en recherche tout le temps de nouveaux contributeurs solidaires et je me demandais comment ça se passe du coup une fois que vous avez des contributeurs solidaires, si vous voulez garder plutôt en trésorerie pour la coopérative ou si ça servait d'office à rembourser des gens qui ont mis beaucoup d'apports. Enfin, quel était le mécanisme un peu?
Euh, je dirais que pour l'instant, on en est plutôt à mettre tout en réserve pour pouvoir rembourser des personnes qui partent. Parce que les personnes qui ont contribué au début, bah, c'est des personnes qui ont prêté peut-être 20, 30 000 euros, qui n'avaient pas de projet, qui prêtent pour un an en général. En tout cas, nous, c'est notre cas. Et du coup, au bout d'un an, ils n'ont pas de projet, bah, ils prolongent tacitement. Nous, on a décidé d'avoir un fonds de réserve de 30 000 euros justement pour pouvoir rembourser les personnes qui sortent. On n'y est pas. Concrètement, entre les sorties, et l'imprévu et l'arrivée de nouveaux associés, on roule quand même à hauteur de 100 000 euros. On rembourse 100 000 euros par an en dehors de la banque. Donc, c'est quand même très, très intense parce qu'on avait des très petits apports au départ en tant qu'habitant. Et on espère effectivement que dans le temps, il y aura moins cette tension qui prend. En gros, nos réunions et notre travail d'équipe aujourd'hui, il est axé essentiellement là-dessus. Ok. Guylaine? Guylaine? Moi, j'avais une question. J'imagine que, en quelques mots, ça va être compliqué, mais comment on convainc une banque d'être partenaire d'un projet comme ça? Moi, j'ai pas encore réussi pour l'instant. Ok. Elle est très chouette cette question, Guylaine, parce que ça me ramène à un souvenir qui était très anxiogène et après très satisfaisant. Parce que, donc, on te dit effectivement, le compromis, ça engage le vendeur. Mais pour que le compromis soit annulé, il faut un refus bancaire. Et il se trouve que les banques, quand ils voient que ça les intéresse pas ou pas, ben, ils font pas de dossier. Et donc, il te faut pas le papier de refus. Donc, on a une habitante, une fondatrice, qui a vendu son appartement et qui a signé le compromis à son nom, donc qui a mis en jeu 10% de la valeur du bien, c'est-à-dire 80 000 euros. Et là, on va prendre rendez-vous avec les banques qui nous mettent des vents, rendez-vous après rendez-vous, parce qu'on ne sait pas se présenter, parce qu'on dit oui, ben, on est une coopérative, des fois on parle des valeurs, des fois on parle de l'inclusivité, des fois on parle de... Et puis là, on commence à se dire que ça commence à être très proche, la fin du compromis, et on n'a toujours pas ce papier. Donc on est allé voir les passages, Sylvain, notamment avec qui on a monté le dossier comme une entreprise, c'est-à-dire nous sommes un groupement d'investisseurs pour faire un projet de rendement locatif dans une zone tendue avec un jardin d'agrément. Nous comptons y aller tranquillement, donc on compte y aller avec au moins la moitié en apport propre. Et là, le banquier, il ne voit jamais ça. Un projet immobilier qui arrive avec plus de 40% de fonds propres, ça n'existe pas. Donc là, il est tranquille. OK, vous allez apporter plus de la moitié. Au niveau des remboursements, c'est un projet de rendement locatif dans une zone qui va tourner facilement. Bah, c'est bon. Après, une fois qu'on a le crédit, comment on gère ces loyers, comment on gère ces choses-là, ça nous appartient. Mais vraiment, ça ne l'intéresse pas de savoir qu'on veut changer le monde ou faire de la coopérance. Ce qui lui intéresse à un banquier, c'est de savoir que le budget prévisionnel, il a été bien conçu, que les notions d'amortissement ont été bien comprises et pas déconnantes par rapport à la durée de l'amortissement d'un bien en termes de murs, en termes d'installation électrique, etc. Et que les loyers vont couvrir ces charges-là, plus les charges liées au crédit. Donc, quand on a appris tout ça, Ça veut dire que le banquier, tu lui as dit que tu faisais de l'amortissement sur 100 ans? pas du tout, Ah évidemment oui, que pas non, du tout. Pas du tout. parce que ça n'existe pas, tout Ah oui, simplement. oui, oui, c'est ça. Mais concrètement, moi, en tant que chef d'entreprise, si je veux faire un amortissement sur 100 ans, ça m'appartient. Si je veux rassurer quelqu'un, je vais lui dire, ben, si jamais on n'y arrive pas, de toute façon, on va faire un loyer normal, quoi. Donc, on a de quoi payer les échéances si vous nous prêtez. Il y a Christian qui avait levé la main et qui a baissé la main. Tu voulais poser une question, Christian? Non, mais c'était sur le même sujet. Je voulais poser la question comment il a monté le dossier avec la banque. Donc, c'est en partie répondu déjà, que c'est vrai que c'est la problématique. Mais après, c'est peut-être la question, ça serait sur le choix de. Il y a eu plusieurs banques de contacter. Le CIC, il a répondu
favorablement, mais est-ce qu'il y a d'autres banques qui avaient refusé? Oui, toutes. Donc, on a vu le Crédit Lyonnais, la Banque Populaire, la BNP, le Crédit Coopératif, le Crédit Agricole. Et sincèrement, la seule banque qui n'en était pas une, parce que c'est juste récemment qu'ils sont passés banque, c'est la Nef, qui nous ont fait un mail quand on leur a écrit le projet. Ils nous dit, ben, nous, on n'a pas les fonds suffisants pour faire des prêts immobiliers. Et c'était écrit tout petit en bas du mail, ce mail vaut refus bancaire. Oui. Ça a été ça le soulagement. Et après, en ce qui concerne le CIC, je ne sais pas, bah, c'est le Crédit Mutuel, le CIC, c'est la même chose. Enfin, dans les détails, je ne sais pas. Mais je sais ils avaient déjà accompagné un autre écolieu, des personnes dans les passages étant au CIC. Ça faisait des petites références qu'on pouvait nommer au moment du rendez-vous. Et ça a facilité peut-être la confiance dans le montage. Mais en tout cas, ce qui a surtout joué, c'est le montage et le discours, de dire on va faire du rendement locatif. On ne fait pas un truc de. Ouais. Le côté social, c'est pas intéressant pour eux. Ok, merci. Bon, puis t'as bien noté, Christian, t'as vu la formule que Sylvain avait proposée, que Circo nous a redit. Il y a des mots, là, je serais incapable de les redire, mais ça faisait sérieux, hein, les uns à côté des autres. Alors, dans le chat, je vois que Crevette nous dit sans doute plus facile en zone rurale tendue. Peut-être moins crédible en zone rurale, mais je garde l'idée quand même de minorer le social dans le discours. Bah, a priori, c'est ça. Tanakil, tu veux remettre ton son? Ouais. C'est juste pour répondre à Crevette, du coup, nous, on est au fin fond de la Saône-et-Loire et on a eu un peu le même discours à la banque et c'est le seul moment où c'est passé, c'est en ayant ce discours-là. On a dit qu'on allait faire de la location et on a beau être complètement perdu, c'est passé. Super, bah écoute, c'est une bonne nouvelle parce que je me disais en rural, ils vont nourrir au nez. Eh ben non, super, Non, merci. ça peut passer. Bon, mais super, on est à 21h22. Si c'est bon pour vous, voilà, s'il n'y a pas de frustration trop énorme par rapport à une question que vous n'auriez pas posée, je propose qu'on passe à la phase météo finale. Comment je me sens, qu'est-ce que ça m'a apporté ce moment de partage avec Circo? Et Qui a envie Christelle, de se lancer? Oui, dis-moi. je voulais profiter de cette vitrine pour dire qu'effectivement, du coup, au Moulin, il y a toute cette colloque, mais pour la première fois, il y a un appartement un peu autonome qui peut entrer. On cherche un habitant, ou en tout cas, c'est pour un appartement de 50 mètres carrés, et si possible avec un gros apport, avec plus que le seuil. Et c'est la première fois qu'on fait un recrutement de cette façon-là, en tout cas, qui s'ouvre cette possibilité. Donc, bienvenue. Et puis pour tout ce qui est d'autres échanges, s'il y a la moindre curiosité, frustration ou autre qui émerge par la suite, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, avec nous. L'adresse mail du Moulin d'Hugo, c'est tout simplement le Moulin d'Hugo, tout attaché, sans point, sans virgule, sans rien. Le Moulin d'Hugo@gmail.com. Et j'adore rencontrer les personnes qui sont en mouvement, parler de toutes ces choses-là. Pour moi, c'est comme ça que ça va se faire. C'est que il faut que ce soit un peu moins isolé et inconnu pour qu'on comprenne que le capitalisme, c'est chouette, mais qu'il faut le faire autrement. C'était la séquence petite annonce. Voilà, Est-ce c'est que ça. tu nous as dit le montant du seuil? Je n'ai pas retenu. Je l'ai dit tout 60. à l'heure, ouais, c'est 66 000, ouais. 66 000. Mhm. OK. Françoise? Oui, Circo, est-ce qu'on peut t'envoyer des gens qui auraient besoin justement d'être en zone proche d'une ville? Là, par exemple, on a une maman qui a une petite, une fillette IMC de 12 ans et elle, je pense que la zone rurale ravitaillée par les corbeaux, c'est un peu difficile pour elle. Mais voilà, elle cherche un lieu. C'est un exemple que j'ai là tout de suite, mais il pourrait. On a plusieurs personnes comme ça
qui, quand elles viennent nous visiter en porte ouverte, s'aperçoivent que ben, il y a plein de trucs qui les attirent ici, mais que ça ne correspond pas vraiment à leurs besoins. Voilà, donc, Super, merci beaucoup. Merci ok. beaucoup et bienvenue. Ok. Bah, du coup, je Je peux. veux bien lancer la petite météo parce que bah, je me sens content de vous avoir partagé tout ça. Je suis ravi de voir plein de nouvelles personnes, plein de nouvelles élans. Je vous remercie beaucoup toute l'équipe de la CMA parce que c'est vraiment génial tout ce qui est en train de se mettre en place. Et voilà, je suis très satisfait d'avoir partagé ça avec des personnes qui, comme moi, sont dans le même mouvement et peut-être dans les mêmes besoins. Et j'espère surtout que ça vous apportera, que ça facilitera la chose d'une façon ou d'une autre. En tout cas, voilà, c'est la sensation que j'ai, c'est ma météo. Et beaucoup de reconnaissance et de satisfaction aussi. Et voilà, j'ai dit. Est-ce qu'il faut que je passe? Oui, s'il te plaît. Et en même temps, j'en Eh profite pour ben, dire à ceux qui le souhaitent que on a mis l'adresse mail du Moulin d'Hugo dans le chat. Voilà. non, elle est pas bien écrite, c'est le Moulin d'Hugo. Il manque le au début. Le. Oui, le Moulin d'Hugo. Voilà, merci Guylaine. Et donc, tu passes à. Et donc, je passe à Christian. Eh bien, oui, bah, moi, je suis satisfait de cette présentation. C'est intéressant. Moi, je suis de Lyon, en plus au départ, je suis né à Lyon. Donc j'habite dans l'Aude maintenant, mais donc je vois très bien le coin, Iseron, tout ça. Donc c'est intéressant. Donc bravo. Bravo d'avoir fait ça en un temps rapide, surtout au moment du Covid où c'est que tout était un peu compliqué. Et je suis intéressé par cette question de banque, là, comme je vous posais la question. Et c'est quelque chose dont on parlait ce week-end avec Jean-Pierre. Donc il va falloir qu'on commence à démarcher un petit peu là-dessus. Donc merci. Donc je vais passer la parole. Bah, tiens, Jean-Pierre, pour que dans la foulée. Allez, tu Le remets micro. ton son. Ouais, pardon. Oui, donc oui, j'avais noté également cette histoire de banque, et donc il faut creuser les choses de ce côté-là. Donc on va s'y employer. Voilà, sinon le parcours que vous avez fait, disons, est remarquable, disons. Euh, voilà, et que dire de plus? Ça peut servir vraiment de modèle pour beaucoup d'écolieux. Donc, ce serait chouette de pouvoir faire quelque chose sur papier et le transmettre parfois. Voilà. Euh, bon, ben, écoute, c'est pour l'instant. Ben, merci à tous, hein. Et je vais passer la parole à Guylaine. Et entre deux, je te redis, Jean-Pierre, il y aura le replay, tu sais, sur YouTube. Donc, tu pourras le regarder, mettre pause et copier tout ce que tu veux copier du beau modèle du Moulin d'Hugo. Oui, oui, ok. Voilà. Euh, eh ben, moi, je suis contente. Merci, Circo, d'avoir préparé ce support-là, super clair, avec des respirations. Et puis, voilà, tu présentes joliment l'aspect de l'histoire, l'aspect un, un petit peu philosophique ou éthique des valeurs, et l'aspect un peu plus technique, et tout ça dans un temps record. Donc, bravo. Merci. Et je passe la parole à Alette. Vas-y, Alette, on t'écoute. Comme on ne voit Alors, pas ta bouche, je on ne sait suis pas. Ah, ça y est. d'abord ravie d'avoir retrouvé, revu Circo et leur ah oui, je suis ravie d'avoir retrouvé et revu Circo, que j'avais pas vu depuis.
Ça va? Oui, voilà, ton son est assuré, Vous mais on a m'entendez? compris. Oui, oui, c'est bon. Ça À, va? à qui tu, Je ne à sais pas qui si tu vous souhaites passer? m'entendez. Ah, c'est peut-être toi qui nous entends pas. Alors, Alette, je propose de passer la parole à Françoise. Oui, ben moi je voulais dire à peu près la même chose que ce qu'a dit Guylaine, c'est-à-dire présentation super agréable. Alors, je Qui ré- suis contente. Essaye, Alette, de Bon, couper ton image. et Peut-être que si tu coupes je ton suis, image, on va… ben, je suis très admirative de la façon dont ils sont arrivés à la sobriété. Je vous entends très bien. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, vas-y. Oui. Allez, Françoise. Ouais, donc je disais comme Guylaine que j'ai bien aimé cette présentation. Ça m'a quelque part, comment dire, ému de savoir que ben qu'il y a quelqu'un qui s'en va, quelqu'un que j'apprécie et que donc voilà, Est-ce que comme c'est ça, vous m'entendez? Alette, ça suffit maintenant. C'est trop assuré. C'est pas possible. On va pas pouvoir continuer. mais donc, ouais, et donc ben je Vous m'entendez ou souhaite non? Non. Le fou. je souhaite le meilleur pour la suite à tout le Moulin d'Hugo et que cette aventure se développe avec de l'harmonie et de l'énergie humaine et financière. Et je passe la parole à Christine Rose. Oui, moi j'étais très, très contente de cette proposition simple. Je trouve qu'on a toujours tendance à compliquer les choses et je suis vraiment en joie de voir que tu présentes ça simplement. Et c'est aussi un peu le feeling que j'ai, que ça, c'est pas si compliqué que ça. Et tu le fais merveilleusement bien. Donc, ouais, ça m'a vraiment plu parce qu'il y a aussi tout l'aspect valeur, tout l'aspect humain. Et puis, j'ai trouvé que c'était très fort, l'aspect financier avec un peu de deux volets, les banques auxquelles on n'a pas besoin de raconter toutes nos histoires, et puis les prêteurs solidaires pour lesquels, effectivement, on a d'autres valeurs à transmettre. Donc, j'ai trouvé ça très, très fort, et je te remercie de cette belle synthèse que tu as faite. Et j'avais Et tu oublié de passes passer la la parole. parole, et je vais passer la parole à Crevette. Merci. Alors d'abord, moi, je vais simplement retenir une idée toute bête, c'est tes diapos avec des plantes vertes. Je suis en train d'animer une formation et je vais recycler ça immédiatement. Donc, merci en tout cas, effectivement, pour cette présentation très claire. Et ton énergie du matin, puisque moi aussi, je suis plutôt quelqu'un qui est actif du matin et difficile le soir. Et en fait, on a bénéficié là de ton énergie du matin colombien. Donc, merci beaucoup. À qui passes-tu la parole? Euh, eh bien, Christophe. Merci, Crevette. Et merci à Circo parce que c'était très intéressant et notamment tout l'aspect financier parce qu'avec Guylaine, on a quand même bien galéré pour faire le montage financier de notre écolieu. Donc voilà, c'était intéressant de t'écouter. Merci à toi.
Et puis, je vais passer la parole à qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui reste. Je vais faire le tour. François, c'est fait là. Tiens, à la ruche dehors. Oui, merci en tout cas beaucoup pour cette présentation parce que au final, on avait comme des résonances avec cet écolieu. Donc merci beaucoup, c'était vraiment très chouette. On a trouvé beaucoup de similitudes finalement entre vous, la façon dont vous avez fonctionné et nous, on n'était pas partis du même endroit. Parce que nous, on est partis vraiment, c'était un groupe de personnes qui se connaissaient depuis beaucoup de temps. Mais en tout cas, dans la façon du financement, quand vous avez parlé des locations et tout ça, on s'est retrouvés un peu en se disant quand même, on avait une certaine forme aussi d'expérience. Peut-être plus tard, on pourra aussi vous la partager, même si on n'est pas parti du même endroit. Parce que c'est vrai que ça fait maintenant 6 ans qu'on fonctionne. Voilà, donc quand on sera bien rentré dans le CMA et le fric, et bien, ma foi, on pourra peut-être échanger. Et je pense qu'au mois de juillet, ben, peut-être on se reverra pour se voir vraiment physiquement, parce que c'est pas toujours facile de se mettre comme ça en lien. Une forme de difficulté ou de fatigue pour moi qui est pas facile, quoi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci. Et on a été ravis, éco-ravis même. Hein. Voilà. On peut passer la parole donc, à Tanakil. Voilà. Et ben, moi, j'étais bien ravie aussi de cette visio. Merci pour la présentation. J'ai été surprise déjà de voir que je te connaissais déjà, parce que je viens de Lyon, que j'ai travaillé dans l'événementiel et que Circo, ça me parle, que j'ai fait mon confinement à Oulin, juste à côté de chez vous. Donc, j'ai entendu parler aussi des événements que vous faisiez à cette époque. Donc, c'est assez marrant de vous retrouver là. Et voilà, et j'ai été contente de cette présentation parce que j'ai l'impression d'avoir pour une fois un cas concret du fonctionnement des coopératives et que ça me donne une idée un peu plus précise. Donc ça, c'est top. Et j'aimerais bien à l'occasion venir vous voir si je suis la bienvenue pour en parler de vive voix. Merci. Alors, si je passe toute cette belle galerie au peigne fin, il me semble que tout le monde s'est exprimé. Et moi, je peux dire que je suis vraiment ravie de cette première soirée écolieu au sein de la CMA. Un vrai plaisir voilà, de préparer avec Circo. Il y a une légèreté, il y a vraiment un flux de la vie voilà, qui me plaît beaucoup. Et je voudrais proposer, Circo, pour clôturer tout ça vraiment avec une énergie qui te ressemble, qu'on se chantonne un petit quelque chose. Mais je sais pas quoi. On se fait une petite chanson de clôture, ça vous dit? Qui est-ce qui a envie de chanter un petit peu là? Ou taper dans les Tiens, mains, ou je sais pas. puisque tu es dans les langues, Christelle, moi je propose plutôt qu'on fasse une série de sons, une série de bruits, peu importe, mais en boucle. Voilà, pendant 15 secondes, on fait une boucle. Chacun fait celle qu'il veut, celle qu'elle veut. Ok, Il faut que ce soit juste en boucle. Et puis comme ça sera rigolo. ok. Et sinon, je voulais faire une petite parenthèse parce que je prends beaucoup de merci Circo pour la présentation. Il faut savoir que moi, je remercie la possibilité de travailler en intelligence collective dans la durée parce que cette présentation, elle en est là parce qu'on a fait plein d'autres présentations qui étaient bien moins abouties. Et donc, voilà, je transmets, mais voilà. Et donc, si ça vous dit de partir en fête, 3, 2, 1. Boom boom chaka boom, 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 boom boom chaka boom. Salut! Yeah! À tout bientôt et bienvenue au Moulin Tanakil et tous Bonne ceux qui fin de veulent soirée. passer. À tout bientôt. Ciao, ciao. Merci. On reste connectés, Circo, Guylaine, Christine Rose. Et il est parti déjà. Christophe, il est parti. François, Bon, il est parti. Françoise, elle est là.